Alors, la méthode Barclay, bon, maintenant c'est répandu, on entend beaucoup. C'est une méthode que Russell Barclay a développée en 1949, hein. Donc c'est assez ancien, c'est américain. C'est vraiment basé sur la thérapie cognitive et comportementale, vraiment pour essayer d'aménager, de modifier les comportements, d'aménager les interactions, tout ça. Et donc, en fait, c'est une méthode qui est destinée aux parents, donc uniquement aux parents, dont l'enfant a un TDA, TDAH, mais aussi pour tout parent en difficulté. Ben, moi, je m'en sers beaucoup à la maison avec mes deux enfants. Et dans mes consultations au cabinet, j'adopte, c'est comme si c'était une grosse caisse à outils. Et dans les 10, 12 outils qu'ils proposent dans la méthode, moi, je me sers d'outils pour plein d'autres situations que les TDAH. Et je mixe un peu les outils et ça fonctionne très bien. L'idée, c'est qu'en plus, c'est d'adapter un peu les outils à chaque situation. Donc, c'est pas une méthode qui va guérir le TDAH chez l'enfant, mais ça vient modifier les pensées, les émotions du parent. Et c'est aussi pour ça que dans la méthode Barclay, on accompagne et on ne rencontre que les parents, beaux-parents, tous ceux qui sont à la maison auprès de l'enfant. Les parents mettent souvent en avant ce qui va pas. Du coup, ça vient cristalliser beaucoup de choses à la maison. Et donc, la méthode Barclay, elle vient changer un peu le regard et la posture du parent sur aussi le fait de renforcer ce qui fonctionne. C'est un angle de vue, une fenêtre d'intervention qui est un peu différente. Et le but, c'est de faire du coup du changement à la maison. Moi, la méthode Barclay, j'ai été formé en institution. Je l'ai développé en groupe sur l'hôpital de Toulouse. Et aujourd'hui, je le fais dans mes séances en individuel. Alors, c'est pas des groupes de parents, mais ça fonctionne aussi même en individuel parce que c'est vraiment une méthodologie et des outils très pratico-pratiques que l'enfant on peut échanger en séance ensemble et après le parent va venir le tester à la maison il faut du temps, hein, il faut de l'énergie, il faut des fois une cohésion dans le groupe, à la maison, tout ça, plusieurs à penser et mettre en place ça. Et après, du coup, on fait des feedbacks en séance où on vient se dire, bon, mais qu'est-ce qui a marché à la maison? Pourquoi c'était difficile de mettre ça en place? Cet outil-là, il marche pas, mais celui-là, il marche bien. Et bien, dans ce cas-là, on va garder celui-là, c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça se fait en groupe. Souvent, on appelle ça des groupes Barclay. Mais la méthode Barclay, on peut l'adapter pour plein d'autres situations et dans plein d'autres contextes. Donc les objectifs de la méthode Barclay, on est vraiment sur des objectifs familial et parental. On met quand même très peu en avant l'impact direct sur juste les troubles de l'enfant. Voilà. Ça va pas guérir l'enfant, ça va vraiment réduire. Mais par contre, ça va l'impacter directement. Ça réduit vraiment le niveau de stress du parent et ça c'est important parce que le parent est celui qui accompagne l'enfant pendant des années au quotidien sur plein de tâches et plein de d'autres environnements, tout ça. Et en fait, si le parent va trop mal, trop stressé, trop réactif, tout ça, trop réactif, ben forcément, l'enfant, il aura peut-être moins de marge de manœuvre pour s'apaiser, pour se réguler, pour se contrôler. Donc, on parle tout à l'heure d'impulsivité chez l'enfant, mais l'impulsivité parentale, elle existe, et c'est là-dessus aussi que moi, je me propose, par exemple, d'intervenir, d'aider les parents. Le sentiment d'impuissance, hein, voilà, on en parle beaucoup. Donc ça rend les parents plus autonomes. Alors ce mot, il est là, c'est peut-être un peu mal choisi, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Mais en gros, le parent marche un peu moins sur des œufs, se sent un peu moins pris au piège dans la réaction directe de si je dis ça, il va faire ça, il va réagir comme ça, il va faire une crise. Du coup, on évite un peu, on fait autrement, on lâche tout, ou de suite on verrouille tout, on fait le truc très ascendant, très horizontal, très vertical, où c'est on rigidifie l'autorité à la maison, le cadre. C'est comme tout à l'heure, on voyait la maman qui disait par rapport au lave-vaisselle, arrête ce regard noir, baisse les yeux. Enfin, je sais pas comment elle a expliqué ça, mais ce regard méchant, tu n'écoutes pas, tu ne fais pas ça bien, tout ça. Et on voit que la maman, elle est éprouvée dans ce moment-là. Et on entend, elle s'entend pas parler à son enfant comme ça, parce qu'elle est dedans au quotidien. Et en fait, ça vient modifier la relation et aussi le mouvement possible de l'enfant pour le fait des fois de lâcher. C'est pas une fuite, c'est pas une faiblesse du parent, mais ça va rendre possible la tâche que va accomplir l'enfant. Donc ça améliore aussi les relations. Alors c'est sûr que dans une famille, il n'y a pas que le parent isolé, il y a aussi la question de la dynamique groupale. Donc c'est les interactions avec la fratrie, les interactions dans le couple, quand il y a un couple à la maison. Moi j'ai beaucoup en séance des parents où on travaille d'abord le fait de faire équipe. Il y a l'injonction paradoxale d'un parent par rapport à l'autre.
un parent qui va se sentir un peu saboté dans sa place par rapport à l'autre parent, un parent qu'on va décrire, qui fait décrire des points, oui, moi je démissionne, j'en peux plus, j'y arrive plus, et l'autre qui va rien dire et qui, une fois sur un jour sur cinq, qui va arriver en gueulant très très fort, en étant très autoritaire, en disant ça c'est plus possible, on prend par le bras, on tire, on force, et du coup, ben là quand on parle de dynamique, c'est aussi ça, c'est comment on fait, comment il y a de la cohérence, comment on fait équipe dans le couple. Moi, j'aborde pas les sentiments des parents dans le couple. C'est vraiment pas ça. C'est plus la place des parents. Donc, il y a des parents des fois qui sont séparés, mais qui font le job de parents. Tout à l'heure, le papa il le disait. J'ai pas réussi pleinement dans mon couple, mais par contre, dans mon rôle de papa, je fais le nécessaire. Et ben ça c'est important. Et donc aussi, ben, comment les parents vont pouvoir aussi accompagner le reste de la fratrie. Ben, un enfant qui a un TDAH à la maison, ben, c'est normal, c'est tout à fait adapté. Le parent, il va être focus sur l'enfant qui agite, qui fait du bruit, qu'il faut reprendre constamment. Et le reste de la fratrie, ben, des fois, on peut leur demander aussi d'être plus compréhensif par rapport à ton frère qui, écoute, fais-le tout seul. Donc, des enfants qui ont accès à une autonomie des fois beaucoup plus précoce, des enfants qui font pas trop de bruit ou qui, au contraire, vont agiter encore plus la maison pour être regardés, qu'on a de l'attention sur eux. Donc, si je classe beaucoup plus, eh bien, mon parent, il va me regarder comme mon frère. Alors, il se gueule dessus, mais n'empêche qu'il se parle. Il se regarde. Du coup, si je fais pareil, ben, j'ai de l'attention. Ça, c'est aussi des mécanismes que les frères et sœurs font beaucoup. Et j'ai aussi des fois des enfants plus âgés qui me disaient en fait, ben moi je n'osais pas trop dire parce que maman à la maison et papa ils étaient très stressés. Je vois que mon petit frère c'était compliqué à gérer pour eux et du coup moi je demandais pas de choses. Donc c'est un enfant qui va des fois s'effacer et ça touche beaucoup les parents parce qu'ils se sentent vraiment mal par rapport à ça. Et en fait c'est des enfants qui vont des fois souffrir à bas bruit. Ils font pas de bruit mais c'est compliqué pour eux. La question de la place, la question de l'attention du parent, et moi alors je fais plein de choses bien mais on me le dit pas. Et puis aussi les crises que l'enfant, les frères et sœurs vivent de ce jeune qui explose des fois à la maison, quoi. Et ensuite, par rapport au lien d'amour, c'est vraiment pour retrouver quelque chose d'apaisé. Et c'est souvent l'objectif premier, c'est vraiment d'avoir travaillé sur la relation dans la famille, quelque chose où il y a moins de crises, moins de tensions, moins de passages à l'acte et des passages à l'acte de part et d'autre. Donc la méthode Barclay, elle s'appuie donc sur le renforcement positif, le feedback positif. Alors c'est sûr que des fois c'est un peu comme du théâtre, hein, c'est en faire des caisses. C'est bien ce que tu as fait, merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Grâce à toi, j'ai gagné du temps à la maison, alors que c'est pas grand-chose et qu'on demande ça pareil à nos frères et sœurs, et que des fois on les gratifie pas pour autant. Mais pour cet enfant-là, eh bien c'est important de lui dire les choses, d'en faire un peu des caisses. L'application des conséquences immédiates. Alors, ça va rejoindre un peu du coup ça, plutôt que de parlementer, de dire pourquoi tu l'as pas fait, c'est pas bien, tout ça. C'est dire bon, ok, là ça n'a pas pu se faire comme prévu. Eh bien, la conséquence, ça sera du coup, on va réduire un peu le temps de plaisir là ce soir, ou là je pourrais pas être disponible pour la lecture parce que, eh bien, on s'est un peu abîmés tous les deux. Ce soir, c'était compliqué. On n'a pas pu s'accorder ensemble, tout ça. Là, je vais pas être disponible pour telle action. Ou par rapport aux écrans, ben écoute, là, l'écran. Si c'est une source de conflit à la maison, que tu n'arrives pas à décrocher d'écran quand je te donne le timer qui dure 10 minutes, tout ça, eh bien, je vais devoir, ton père et moi, on va devoir agir pour réduire les temps d'écran, mettre un cadre. Et s'il faut se faire aider par un éducateur ou l'infirmier qui vient à la maison, eh bien, il nous aidera aussi à réguler tes temps d'écran, des choses comme ça. Donc, être clair et constant. Et ça, c'est le plus dur. C'est la durée, la régularité, parce que c'est, comme je dis souvent aux parents, c'est pas un 100 mètres que les parents courent. C'est un course de fond. C'est un long marathon qui prend du temps et ça aide beaucoup de la répétition. Donc, c'est reprendre aussi les événements de crise, les prévenir les prochains, parce que des crises, il y en aura d'autres. Mais c'est comment, en tant que parent, on peut modifier sa façon de répondre aux crises ou de ne pas y répondre. Parce que des fois, il n'y a pas besoin de toujours argumenter, de toujours agir physiquement, tout ça. On peut des fois aussi se faire relayer dans des moments de blocage, de situations problématiques. Après, c'est la question du coup donc de garder vraiment en tête le fait que là, l'enfant, il a peut-être qu'il a fait ce qu'il pouvait, il a fait le nécessaire, il s'est épuisé la tâche, mais ça répond pas à votre demande à vous. Et ça, il n'a pas fait exprès, ou il a fait ce qu'il pouvait, mais peut-être c'était trop dur pour lui, c'était pas le bon moment pour lui. Et on fait des fois de l'analyse un peu fonctionnelle, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Ben là, votre enfant, en fait, là, on a repéré que du coup, quand il sort de l'école, la demi-heure après l'école, c'est un moment où il va s'effondrer, il va tout bousculer à la maison, il va être très dur dans la relation avec le parent, et parce que pour lui, c'est contenu pendant 6 ou 7 heures, et que là, à ce moment-là, il a besoin d'un sas où il y aura moins d'exigences. Il faudra passer par le corps, il faudra passer par du jeu. Alors que le parent se dit, ben non, tu feras tes devoirs, et tu joueras après. Mais faire les devoirs pour l'enfant et se concentrer dès la sortie de l'école, parce que pour lui, c'est trop dur. Donc, il faut adapter la réponse, adapter l'environnement à la maison. Et le fait de pardonner, alors ça, c'est aussi des fois problématique parce que l'enfant fait une grosse crise, ça s'en prend beaucoup aussi à la place et au lien avec le parent. Et après, comme elle disait, la maman, après, elle vient me voir et elle me fait un gros câlin, elle me fait des seins avec des je t'aime, tout ça. Et ça, c'est très dur. Des fois, il y a des parents qui ne peuvent pas l'accepter parce que c'est pas le bon moment pour eux, parce qu'ils sont encore, eux, en colère. Et donc, le fait, ça sera de nommer aussi les émotions du parent. Si c'est pas le bon moment, comment on va pouvoir, à quel moment on va pouvoir aussi pardonner? On va pouvoir recréer du lien et soigner ce lien-là, le réparer. Autant l'enfant que le parent. Ensuite, on va parler des séances. Alors, le groupe Barclay, la méthode Barclay, quand on l'a fait en groupe, c'est une dizaine de séances. Ça dure souvent 1 heure et demie. On va dire que c'est un groupe de, allez, une douzaine de parents, 10, 12 parents. Alors bien, la question du coup de l'harmonie du groupe, ça va être important parce que si c'est il y a un parent d'ado et le reste c'est que des petits, ben, il va se sentir un peu pas à sa place. Donc créer un groupe harmonieux, c'est important. Et dans les séances, en fait, c'est beaucoup de répétitions parce qu'il faut reprendre, reprendre, reprendre. C'est pas juste on vous donne un exercice, une notion qu'on pense bonne pour vous et puis vous en débrouillez avec. Ça, c'est pas possible. On peut pas changer le fonctionnement familial en une fois. Pas possible. Donc on reprendra. Par exemple, là, quand l'enfant n'obéit pas, comment on peut réagir à ça? Est-ce qu'il faut réagir de suite? Est-ce qu'il faut se faire accompagner? Est-ce qu'on reprend ça quand l'enfant va mieux? Mais du coup, on risque de déclencher une crise si on reparle de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Le moment spécial. Le moment spécial, c'est dans une semaine, moi je propose à des parents, individuellement, genre un papa, de passer 15 minutes de qualité avec son enfant sur un support que l'enfant aura choisi, par exemple les Lego, la danse avec sa fille ou avec son fils. Le parent n'a pas envie. Mais en fait, ces 15 minutes-là, c'est de l'attention pure et dure auprès de l'enfant. L'enfant, c'est quelque chose que l'enfant peut reconnaître, qui existe. Donc, on met un espèce de timer aussi pour pas que ça déborde trop. On évite de miser sur un jeu vidéo, des écrans ou sur des choses à acheter avec l'enfant. C'est pas le but, c'est pas d'acheter plein de choses à l'enfant pour lui dire qu'on l'aime, mais c'est vraiment de l'attention et dans un moment où ça se passera bien. Et ce moment où ça se passera bien, le parent en a aussi besoin. C'est-à-dire que dans ma semaine, j'ai eu un bon moment avec mon enfant. Ça laisse une trace positive dans le lien et ça permet de tenir plus longtemps. Pour finir un peu sur le déroulement des séances, il y a là c'est le tableau à points. On s'assure que ça marche mieux avec des petits. Et donc par exemple le moment spécial et le tableau à points, en fait on le fait pour toute la fratrie, même les enfants qui n'ont pas un TDAH. Et quand il y a les deux parents à la maison, eh bien c'est tous les parents qui s'y mettent. C'est pas un parent qui tient tout seul. C'est l'idée que le moment spécial, ça peut être un moment avec papa et un moment aussi avec maman. Ben, si j'ai des parents, où dans l'organisation de la semaine, elle est difficile à organiser justement, eh bien on a pensé que quand papa fait un temps spécial avec la petite sœur, qui va plutôt bien, maman se fait un temps avec le grand frère et après il switch. Donc, en gros, ça dure 45 minutes en tout dans l'organisation et c'est plus possible à organiser à Calais. Comme ça, pendant que, vu que la fratrie a aussi une attention symbolique du parent, sur un moment qu'on a nommé comme ça, eh bien, la fratrie va aussi moins être jalouse et va moins euh, intruser le moment spécial avec l'enfant qui a des troubles. Parce que du coup, c'est compliqué pour le parent, comme tout à l'heure on a vu. Elle fait les devoirs avec Pauline. La petite sœur, elle arrive, ah, il y a un monstre, tout ça, viens, viens, viens. Puis après, vient un peu déconcentrer sa grande sœur, tout ça. Donc c'est comment aussi, c'est de cloisonner en disant, mais tu vois, j'aurai un temps après avec toi. Je viendrai, je ferai un temps de devoir avec toi ou un temps de jeu avec toi. Et vu que c'est déjà expérimenté, c'est pas des promesses en l'air, c'est qu'en fait, l'enfant a déjà pu se rendre compte que maman venait vraiment pendant 20 minutes, la regarder danser et jouer le jeu avec elle. C'est une attention particulière. La mise à l'écart, vraiment le fait de mettre de la distance à la maison, ça c'est souvent problématique. Où là, du coup, c'est pareil, on essaie de faire travailler un parent qui va du coup être moins dans le champ de vision de l'enfant
quand l'enfant il va essayer de se calmer, eh bien, c'est bien que les enfants et les parents puissent se séparer pendant un moment du champ visuel. Donc, la maman ou le papa, on va leur dire, ben, passez un coup de fil, occupez-vous, parce que si vous êtes disponible, l'enfant, il va venir vous solliciter tout ça. Et le but, c'est que l'enfant, de manière rassurée et contenue, et même aussi timée dans le temps, on va travailler aussi la mise à distance. C'est-à-dire que l'enfant, il peut aussi faire des choses de manière autonome. Et quand moi, j'accompagne les enfants dans la gestion de leurs émotions, c'est aussi travailler de l'autonomie là-dedans. Que ce soit pas toujours le parent qui vienne faire un sas auprès de l'enfant, que l'enfant puisse aussi le développer et l'expérimenter seul, avec ses outils à lui ou à elle. Donc on travaille sur le long terme parce que c'est quelque chose aussi qui est sur la temporalité qui est c'est pas immédiat et ça marche pas sur 9 mois. Et quand ça s'arrête, c'est aussi parce que eh bien il faut réadapter le tableau à points, il faut réadapter un peu l'environnement à la maison, ou alors il faut repasser par les bases et remettre encore du sens dans ce qu'on fait à la maison, notamment aussi par rapport aux difficultés qu'on rencontre, les étapes scolaires importantes, tout ça. Alors justement, les troubles associés, on en parlait tout à l'heure. Dans 50 à 60% des cas de TDAH, il y a un TOP, un trouble de l'opposition avec provocation. Et donc là, c'est beaucoup d'opposition, passive ou active, avec des colères, de la provocation, une importante intolérance à la frustration. On sort vraiment d'un lot d'enfants lambda qui plus sont pas contents quand on leur dit non. Là, c'est vraiment une incapacité à accepter la frustration et avec des débordements corporels et psychiques. Hein, c'est très fort. Et du coup, c'est aussi comme ça. Quand nous à l'hôpital, on avait monté les groupes Barclay. Dans les groupes Barclay, il y avait des parents qui disaient mais moi la méthode elle suffit pas ou elle est pas efficace. Il y a autre chose tout ça. Et c'est vrai que de dire passer un moment spécial avec son enfant, quand l'enfant il y a les SAMU tous les soirs à la maison, qui prend le couteau, qui c'est des passages dramatiques à la maison. Là, on s'est dit, bah, en fait, il faut d'abord travailler le fait d'apaiser le, le niveau de tension, de risque et de passage acte à la maison pour que ça soit plus efficace la méthode après. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on a créé des groupes qu'on appelait on les appelait les groupes NRV. C'était basé sur la RNV, qui est la résistance non violente, dont je parlerai après. Dans les TDAH, il y a aussi comme troubles associés. Alors oui, ils appellent ça les comorbidités, c'est pas très beau, mais c'est des troubles qui sont souvent associés. C'est autour de la régulation de l'humeur, la régulation des émotions. Et là, il y a beaucoup de colère qui sont très fortes. C'est des pics très élevés. Ça dure longtemps. Elles prennent beaucoup de place. Ça monte très haut et voilà, ça prend beaucoup de place à la maison. Avec aussi une humeur négative constante. Voilà, beaucoup de refus, d'opposition passive. C'est très compliqué pour les parents à comprendre, à accepter et à gérer comme ils peuvent à la maison. Donc, pour finir, après, par rapport au TDAH, le retentissement qu'on peut partager avec les familles que je les rencontre, c'est vraiment, ben voilà, l'enfant à la maison, on le stigmatise parce que il dérange, sortir avec lui, les vacances, le restaurant, chez les amis, c'est compliqué parce qu'il est agité, qu'il fait du bruit, tout ça, et il fait des conflits. Donc ça, le fait du coup d'être un parent en binôme, forcément, ça crée des clivages dans les couples de parents, en termes d'éducation, de valeurs, tout ça, de limites du parent, de seuil de tolérance de chaque parent. Et donc ça crée souvent des conflits avec maman et papa, avec aussi le reste de la fratrie. Et donc ça devient après un système qui du coup a été aménagé autour du trouble et la difficulté de la famille à traverser ça. Et donc après, ça dysfonctionne et c'est tout ce fonctionnement-là qu'on va essayer de modifier avec la méthode et avec quelqu'un comme moi où je rencontre des fois que les parents pensent. Au niveau scolaire, bah, du coup, forcément, ça va se ressentir sur les résultats scolaires, parce qu'il y a des difficultés à suivre. Les retours des enseignants, qui est très problématique, et vraiment, du coup, cette image de mauvais élève, quoi. Celui qu'on veut pas dans sa classe, celui qu'on veut pas à côté de soi dans la classe. Au niveau social, du coup, des difficultés vraiment avec leur père, souvent exclus, un copain qui est méchant, qui prend trop de place, qui agace, qui insulte, qui déborde. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment, et après, on le voit après,
au niveau interne dans la psyché de l'enfant, quelque chose vraiment où l'enfant est découragé, se sent dévalorisé, il a vraiment une estime de soi très négative, et du coup, on voit vraiment des gamins, moi je vois des gamins qui dépriment, vraiment. Donc il y a vraiment une dépression, des fois chez le parent, à, à pas réussir à accompagner cet enfant-là, et à pas se sentir parent apaisé, compétent, tout ça, c'est vraiment mis à mal. Et en fait, le gamin, il vit aussi des choses très compliquées. Ou comme tout à l'heure, la petite, elle disait, hein, aidez-moi, soulagez-moi de ce mal. Marc, on me dit toujours que je fais pas bien, que je fais mal, que je sais pas faire. Et dans le fonctionnement interne de l'enfant, il adhère à ce discours-là tout le temps, et après, il en est persuadé, et il ne change pas de ce fonctionnement-là. C'est, voilà, je suis un enfant méchant, mais du coup, je suis méchant. Je suis un enfant qui n'y arrive pas, du coup, je fais plus d'efforts, ça sert à rien, parce que de toute façon, on va m'engueuler à la fin, et j'aurai pas la reconnaissance sociale, quoi.